Dans l'épisode précédent, nous avons introduit le modèle de la probabilité d'élaboration développé par Petty et Cacioppo. Nous avons vu les différentes étapes par lesquelles il fallait passer pour aboutir à un changement d'attitude centrale. Rappelons que dans ce modèle, on considère que pour aboutir à un changement d'attitude suite à une communication persuasive, il y a deux possibilités. Soit le récepteur du message va être en mesure de fournir un effort important pour comprendre le message, analyser les arguments, puis se positionner par rapport à celui-ci. C'est cela qu'on appelle la voix centrale. Et dans le cas où il manquerait une des choses essentielles à l'aboutissement de cette voie centrale, un manque de motivation, une incapacité à traiter le message, le fait de ne pas prendre position par rapport à celui-ci, ou bien de ne pas stocker les informations, ou ne pas y réfléchir. Dans ce cas, le récepteur va passer par la voie périphérique. On parle de voie périphérique car les indices sur lesquels va se baser le récepteur pour prendre position ou non par rapport au message ne vont pas concerner le contenu de celui-ci, mais des contenus secondaires liés à l'expérience du récepteur. Ces indices périphériques peuvent concerner les émotions du récepteur. S'il se sent bien, il aura plutôt tendance à aller dans le sens du message. S'il se sent mal, il aura plutôt tendance à aller contre le message. Mais il peut s'agir aussi de jugements automatiques se basant sur des croyances telles que une personne qui a beaucoup d'arguments dit des choses vraies. Dans ce cas-là, on sera plus convaincu par une personne qui a donné beaucoup d'arguments qu'une personne qui ne nous en a pas donné beaucoup, sans regard sur le contenu de ceux-ci. Et ces croyances peuvent aussi concerner la source, par exemple le fait qu'un scientifique donne souvent des bons conseils de santé, la croyance qu'un homme politique étant instruit, il aura plutôt tendance à dire des vérités. Donc quand on a un président qui propose à ses citoyens de boire de la javel, ça peut faire des dégâts. Pour résumer, si on décroche de la voie centrale et qu'on est sensible à des indices périphériques, alors on va expérimenter un changement d'attitude dit périphérique qui va avoir tendance à être beaucoup moins durable, persistant que le changement d'attitude centrale, puisqu'ici les raisons qui nous ont poussés à adopter cette attitude peuvent être facilement remises en question, puisque ce changement d'attitude ne se reposant pas sur une élaboration, une réflexion du récepteur, il va moins être en capacité de justifier sa position. Elle va plus facilement être remplacée s'il a une nouvelle expérience contradictoire, que ce soit par la voie périphérique ou la voie centrale. Alors que par la voie centrale, les attitudes vont avoir tendance à être beaucoup plus durables dans le temps. Et enfin, si une personne décroche de la voie centrale et qu'en même temps elle ne ressent pas spécialement d'affect, des indices périphériques qui la motivent ou la poussent à adopter une nouvelle attitude par rapport au message, elle va plutôt avoir tendance à conserver son attitude initiale. Le message n'aura pas eu d'effet sur elle. Jusque-là, nous avons présenté le modèle de la probabilité d'élaboration tel qu'il était considéré au début par ses créateurs, c'est-à-dire qu'on considérait que l'on passait soit par l'une, soit par l'autre des voies, ce qui justifiait justement le terme de voie. Mais en vérité, maintenant on considère plutôt que dans le modèle de la probabilité d'élaboration, ce qu'on appelait voie centrale et voie périphérique sont plutôt deux extrêmes au milieu desquels va se trouver la véritable élaboration du sujet à ce moment, en fonction donc comme avant de sa motivation, sa capacité, et désormais comme on considère qu'il peut prendre en considération en même temps ces deux types de contenus, le type d'élément auquel il va faire attention. Est-ce qu'il va être plutôt centré sur l'argumentation, sur les indices périphériques? Dit autrement, chaque sujet va faire l'expérience de différents éléments, leurs émotions, leurs connaissances sur le statut de la personne qui leur fait face, les arguments utilisés, etc. Et ils vont faire plus ou moins attention à chacun de ces éléments, voire ils vont les considérer de façon différente, les traiter de façon différente. Par exemple, si quelqu'un vous dit « En tant que scientifique spécialiste de tel domaine, je pense que tel médicament est efficace contre telle maladie », eh bien cet élément va pouvoir être traité soit comme un indice périphérique, on a l'information du statut de la personne, et du coup on va accorder du crédit à ce qu'il nous dit, soit comme un argument, donc on va se poser la question, est-ce que le contenu de cette phrase me prouve réellement quoi que ce soit, est un argument valide? Et voilà, d'une personne à une autre, on va donner plus ou moins d'importance à l'un ou à l'autre, on va élaborer plus ou moins notre réflexion. Dans l'épisode précédent, nous avions vu
que pour tester la validité d'un modèle théorique, il fallait passer par des expériences scientifiques qui permettent de le mettre à l'épreuve. Car comme un modèle explique le fonctionnement de quelque chose, ici le changement d'attitude en situation de communication persuasive, il permet de prédire ce qui va advenir dans certaines situations. Donc ici, la présence ou non d'un changement d'attitude chez le récepteur et sa nature. On va donc voir une expérience qui a été menée par Petty et Cacioppo, ainsi que Goldman, qui fait, sur la base de leur modèle de la probabilité d'élaboration, l'hypothèse que la pertinence d'un message va jouer sur la motivation du récepteur à le traiter correctement, de faire très attention aux arguments, et que donc les indices périphériques, tels que par exemple le statut de la source du message, vont beaucoup moins compter que si on leur transmet un message non pertinent. Donc dans cette expérience, on va faire passer un message à des étudiants en psychologie, et ce message qu'on va leur faire passer défend l'idée d'introduire des examens de sélection dans les études de psychologie. Donc comment ils vont faire pour déterminer si un message est pertinent ou non? Eh bien, dans une de ces situations, cet examen serait introduit dans 10 ans, donc ça ne concerne absolument pas ces étudiants, et dans la condition de forte pertinence, l'examen sera prévu pour la rentrée prochaine, donc là les étudiants sont directement concernés, le message est bien plus pertinent pour eux. Donc on a d'un côté ce groupe de sujets à forte pertinence et de l'autre celui à faible pertinence. La moitié des sujets vont recevoir le message de la part d'une source experte. Dans ce cas-là, c'était une commission sur l'éducation. Et l'autre moitié vont recevoir le message d'une source non experte. Ici, c'était un groupe d'étudiants qui venait leur transmettre ce message. Et dans tous ces groupes, encore une fois, à la moitié de ces sujets, de ces étudiants, on va donner des arguments forts pour l'introduction de ces examens de sélection et à l'autre moitié des arguments faibles. Donc on a toutes nos conditions et on va demander à chaque sujet, avant et après la phase de réception du message, de coter leurs attitudes à l'aide d'une échelle. Et donc en comparant leurs réponses avant l'écoute et après l'écoute, on va pouvoir évaluer l'évolution de leur position en fonction de la condition expérimentale dans laquelle ils étaient. Et donc on rappelle que dans le modèle ELM, quand on n'est pas motivé à traiter les arguments du message, on va plutôt passer par la voie périphérique. Et donc la crédibilité de la source, c'est quelque chose qui va être beaucoup plus influent sur notre position finale. Et c'est effectivement ce qu'ils ont remarqué dans leurs résultats. Donc dans la condition où l'implication était forte, c'est-à-dire que les examens allaient être introduits à la rentrée suivante, les groupes d'étudiants qui ont reçu des arguments forts ont vu une évolution positive de leur attitude par rapport à la question de l'introduction de ces examens de sélection bien plus importante que dans le groupe qui ont reçu des arguments faibles. Alors que quand l'implication était faible, c'est-à-dire quand l'examen allait être introduit dans 10 ans, eh bien il n'y a quasiment aucune différence entre les deux groupes. Et d'un autre côté, ce qu'on remarque aussi, c'est que quand l'examen arrive à la rentrée prochaine, il n'y a pas de différence entre les groupes qui ont eu une source experte ou non experte, donc le groupe d'étudiants ou la commission sur l'éducation. Par contre, quand l'examen va être introduit dans 10 ans, ceux qui ont eu une source experte ont eu une évolution de leur attitude bien plus positive par rapport à la question de l'introduction de ces examens que dans l'autre groupe qui avait eu une source non experte. Donc ces résultats, ils sont totalement cohérents avec le modèle de la probabilité d'élaboration, c'est-à-dire que quand les étudiants étaient motivés, que le sujet du message les concernait directement, on a observé que la crédibilité de la source avait peu d'effet sur l'évolution de leur attitude, alors que la qualité des arguments en avait, et que lorsqu'ils n'étaient pas concernés par le message, que l'examen allait être introduit dans 10 ans, la qualité des arguments n'a pas forcément joué dans l'évolution de leur attitude, alors que la crédibilité de la source, elle, a joué. Pour finir, on va faire un petit rappel donc sur l'ensemble de ce qu'on a vu sur ces deux voies, centrale et périphérique. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la voie centrale, comme il va y avoir une forte élaboration de la part du récepteur, il va créer beaucoup de représentations, il va réfléchir aux arguments, on pourrait dire il va se donner des raisons suite au message de penser ce qu'il pense, d'avoir la position qu'il a. Ce qui fait que cette nouvelle attitude, elle va être beaucoup plus consistante, résistante au changement,
aux nouvelles tentatives de persuasion, puisqu'on se construit tout un imaginaire, tout un tas de raisons qui justifient notre avis. Ça fait aussi que cette nouvelle attitude va être plus prédictive de nos comportements, puisqu'on a vraiment développé tout un nouveau réseau de représentation et ça va jouer dans notre façon d'anticiper nos actions, nos interactions avec les autres, avec le monde, etc. Alors que la voie périphérique, ça va vraiment être l'inverse, puisque les raisons de notre nouveau positionnement ne sont pas basées sur des arguments, ça devient assez difficile de continuer à tenir cette position quand justement on va faire face à de nouveaux arguments. Et comme elle n'est pas très réfléchie, cette position, elle va moins emmener à des réflexions qui vont motiver de nombreux comportements. Mais c'est par là qu'on va passer la plupart du temps quand on se positionne, puisque généralement, la majorité des gens, la plupart du temps, ne vont pas fournir constamment de grands efforts. Quand ils font face à une argumentation, c'est beaucoup plus pratique de se baser sur des croyances a priori qu'on a, puisque dans pas mal de situations, ça va nous éviter de fournir un effort pour rien. Si par exemple une personne qui ne connaît rien du tout à un sujet nous parle de manière affirmée, déterminée sur ce sujet, on va avoir dans plein de situations raison de pas trop l'écouter. Et du coup, en fonctionnant comme ça, on va aussi louper certaines occasions dans lesquelles la personne avait de bons arguments, mais on n'y a pas fait attention. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un même élément peut être perçu par le récepteur soit comme un argument, soit comme un indice périphérique. Ça dépend vraiment de tous les déterminants qu'on a vus plus tôt, qui font qu'on va plus ou moins élaborer notre réception de ce message. Et nous en avons donc fini avec le modèle de l'ELM. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Dans le prochain épisode, nous étudierons un nouveau modèle qui prend également en compte deux voies de traitement. C'est le modèle HSM. N'oubliez pas de vous abonner, de nous soutenir en lâchant les pouces bleus, les commentaires, ça nous aide vraiment. Vous pouvez nous retrouver désormais sur Instagram, prise de notes. Vous y trouverez les illustrations de nos vidéos, quelques animations, des explications supplémentaires et en story des QCM qui vous permettront d'évaluer vos connaissances. Allez, on vous laisse et bonne chance à tous!